Bonsoir à tous et merci aux organisateurs de m'avoir permis de venir vous parler de ce sujet qui me passionne depuis si longtemps. Bienvenue et merci d'être là. Donc je vais vous parler de ce magnifique chemin que prend le bébé pour arriver de la position couchée à la position debout et à la marche. C'est vraiment un sujet que j'étudie depuis très très longtemps. Donc je suis kinésithérapeute depuis plus de 40 ans. C'est un métier que j'ai choisi au départ pour m'occuper d'enfants porteurs de handicap. Donc j'ai commencé tout naturellement à travailler dans un centre de rééducation pour enfants porteurs de handicap pendant 5 ans. Et ça m'a amené donc à étudier les mouvements du bébé qui va bien. Et suite à ça, les circonstances de la vie ont fait que j'ai arrêté cette activité et que j'ai fait le choix de travailler en libéral. Et j'ai fait un choix un peu particulier parce que j'ai travaillé au domicile de mes patients. Et lorsqu'on travaille au domicile de ces patients, on rentre dans l'intimité et on voit la personne vivre dans son lieu de vie. Et en l'occurrence, pour le bébé, le lieu de vie, bien sûr, c'est sa maison, mais c'est aussi chez l'assistante maternelle ou dans les crèches. Et j'ai pu justement, à ce moment-là, faire une rencontre, qui était une belle rencontre, qui a été celle de la petite enfance, qui m'a appris énormément et qui m'a permis de regarder le bébé d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que lorsqu'on est praticien, on va regarder le bébé sous l'angle plutôt de la pathologie ou des difficultés. Et lorsqu'on observe le bébé dans son lieu de vie, on voit beaucoup mieux le bébé dans son ensemble et dans son cadre et aussi dans son évolution. Et donc le fait d'entrer en lien avec la petite enfance m'a vraiment permis de regarder des bébés évoluer dans leur motricité et m'a permis de prendre conscience de certaines choses dont je n'avais absolument pas, je n'avais pas remarqué auparavant, et notamment l'importance de l'attitude de la personne qui est autour de l'enfant. Et donc, j'ai été amenée à observer des enfants qui étaient en difficulté, bon, parce qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait, mais aussi probablement parce que l'attitude de la personne qui était autour de l'enfant, des personnes, n'était peut-être pas tout à fait ajustée à l'enfant. Et donc, voilà, ça m'a permis justement d'adapter un peu mes prises en soin à travers ce regard-là. Alors du coup, je vais vous interroger d'abord et vous demander justement si vous avez dans votre entourage ou pour les professionnels à petite enfance, parmi les enfants que vous avez en garde, nous on les a en soins, vous les avez en garde, est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui n'aimaient pas, par exemple, la position plat-ventre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Apparemment non. Si ça vous est arrivé, levez le doigt, que je vois. Pas tant que ça. Je pensais qu'il y en aurait plus. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui ont la tête déformée, soit plate d'un côté, soit vraiment très plate à l'arrière? Ça, un petit peu plus. Levez bien le doigt que je vois bien. Un petit peu plus. Et alors, donc on va aller chez l'enfant un petit peu plus grand. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir un enfant qui a, on va dire, au-delà de 7 mois, 7, 8, 9, 10 mois, et qui est assis, mais qui ne sait pas sortir de cette position et qui reste bloqué dans cette position assise? Allez-y, levez le doigt que je vois bien, que je me rende compte. Pas tant que ça non plus. Alors, autre question aussi, est-ce que vous avez déjà vu des bébés qui se déplacent en glissant sur leurs fesses? Là, il y en a plus. Donc, je considère que se déplacer sur les fesses, se déplacer en glissant sur les fesses, c'est quand même peut-être pas la meilleure façon que le bébé peut trouver pour arriver à la position debout et à la marche. On verra tout à l'heure pourquoi. Mais très souvent, les bébés qui se déplacent sur les fesses sont des bébés qu'on a posés assis et puis qui n'ont pas trouvé tout seuls comment aller vers le quatre pattes. Et puis du coup, ils ont tellement envie d'aller voir tout ce qui est autour d'eux qu'ils vont se mettre à glisser sur leurs fesses. Et donc c'est souvent cette raison-là. Alors, si on avance un petit peu plus, est-ce que vous avez vu des enfants plus grands qui sont sur le point de marcher et qui ne veulent pas lâcher la main et dont il faut tenir la main pendant des semaines et des semaines parce que justement, ils ne veulent pas marcher. On dit ils ne veulent pas marcher. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir des enfants qui en sont à ce stade-là? Oui, levez le doigt aussi. Et des enfants
à peu près à ce stade-là aussi, alors un petit peu plus loin, qui marchent, mais qui ne savent pas se protéger. Aussi. Et qui ne savent pas se relever. Peut-être que vous n'en avez pas vu. Si, ça arrive parfois. Voilà. Donc vous voyez, tous ces enfants-là, a priori, vont bien, mais il y a des petites choses qui les dérangent et qui font que peut-être ils ne vont pas trouver tout seuls le chemin qui va les mener à la marche. Alors du coup, moi, je vais vous parler de 2-3 petits-enfants que j'ai pu prendre en soin, qui avaient des petites difficultés aussi de cet ordre-là. Alors notamment, un petit garçon, il avait à peu près 9 mois, et cet enfant, on m'a demandé de le prendre en soin parce qu'il ne tenait pas en position assise. En général, à 9 mois, les enfants tiennent bien assis. Or, lui ne tenait pas assis, ça avait inquiété le médecin. Et donc, lorsque je suis arrivée dans cette famille, j'ai vu ce petit dans les bras de la maman, qui était très souriant, et apparemment, tout allait bien, sauf qu'effectivement, si on le posait assis, il ne tenait pas. Et donc, j'ai proposé à la maman de poser son bébé sur le dos. Et lorsque j'ai vu ce petit sur le dos, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout en mouvement. Il ne relevait pas ses pieds et il avait de la difficulté à venir chercher un objet que je lui présentais. Et lorsque je l'ai fait rouler sur le ventre, il n'arrivait pas à relever la tête à plat ventre. Donc j'ai tout de suite dit à la maman, écoutez, la position assise, elle viendra un petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est que ce bébé, il se mette en mouvement, qu'il se mette à bouger. Et donc, je lui ai proposé, tout au long de la journée, de le poser à plat, de le faire rouler de temps en temps sur le ventre, quand il était sur le dos, de lui montrer ses pieds, d'entrer en lien avec ce bébé à travers la motricité, et surtout, d'éviter de l'asseoir et d'éviter de le laisser dans le transat. C'est ce qu'a fait cette maman, avec le papa, bien sûr, quand il était là. Et donc, ce petit à petit, s'est mis en mouvement, et a commencé à se retourner un petit peu, d'abord se mettre sur le côté, attraper ses pieds, se mettre sur le côté, rouler un peu sur le ventre. Mais au début, c'était compliqué pour lui de rester sur le ventre, il n'arrivait pas à relever sa tête. Donc il a commencé à se déplacer en roulant-boulant dans sa maison. Et puis petit à petit, il a commencé à ramper, et il a fait du 4 pattes, il s'est installé à 4 pattes, et il a commencé à s'asseoir seulement au moment où il s'est installé à 4 pattes, et il avait à ce moment-là à peu près 13-14 mois, ce qui est très très tard. Donc ensuite, il a fait du 4 pattes, il s'est mis debout et il a marché autour de 20 mois. Alors, ce qui est relativement tard, on va dire. Quelle est la première question, d'ailleurs, je vais vous poser cette question-là. Quand on rencontre des jeunes parents, alors pas quand il y a un tout petit bébé là, qui a 3 semaines ou un autre qui a, je ne sais pas quel âge il a, votre bébé. Il a 3 mois. Donc, quand vous allez voir, en général, quand on rencontre des parents qui ont un bébé qui a 12 mois, à peu près, on demande quel âge il a. 1 an. À votre avis, quelle est la première question qu'on pose ? Est-ce qu'il marche ? Ça ne vient pas à l'idée de demander, il fait du 4 pattes. On s'imagine, on fait le lien en général entre 1 an, il doit marcher. Or, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Alors donc, pour revenir à ce petit garçon qui a marché à 20 mois, ce petit garçon, 3e enfant, il a 2 sœurs. Et la sœur qui était juste avant lui, elle a tenu très bien assise à 8 mois, comme la plupart des enfants. Les parents, ne sachant pas, l'ont mis dans un Yupala. Elle a appris à marcher comme tout le monde, sauf que lorsqu'elle a commencé à marcher, elle avait beaucoup de difficultés à se protéger et les parents la trouvaient mal à l'aise dans son corps. Et lorsque le petit frère, qui a 3 ans de moins qu'elle, était au stade où il se mettait debout, où il faisait du 4 pattes, où il grimpait les escaliers, il trouvait qu'il était bien plus à l'aise que la grande sœur qui avait 3 ans de plus et qui marchait depuis longtemps. Et ils se sont dit, quel dommage à la limite qu'elle ait tenue assise, parce que finalement, peut-être que si elle avait pu faire toutes les étapes comme son frère, elle aurait été plus à l'aise, parce que là, à 3 ans, quand elle est rentrée en maternelle, elle n'était pas encore très à l'aise dans son corps. Donc vous voyez que l'important, c'est ce qu'on va voir ce soir, ça n'est pas de marcher, c'est d'être à l'aise dans son corps. Je vais vous donner aussi un autre exemple d'une petite fille que j'ai pu prendre en soin aussi. Elle est arrivée, elle était plus grande, elle avait autour de, on va dire, 15-16 mois. Elle est arrivée chez moi et elle donnait la main à son papa et je me suis dit, ouh là là, elle va marcher dans très peu de temps, cette petite fille. Et en fait, donc, elle est venue parce que, entre guillemets, elle avait loupé des étapes. Et donc, lorsque j'ai observé cette petite fille, je me suis rendu compte qu'elle les avait toutes loupées. C'est-à-dire que si on la posait sur le dos, elle ne savait pas se retourner du dos sur le ventre.
Quand elle était sur le ventre, elle ne relevait pas sa tête, elle ne savait pas s'asseoir, elle ne savait pas se mettre debout, sauf qu'elle était sur le point de marcher. Et elle a effectivement marché peu de temps après, elle s'est lâchée, on va dire plutôt, elle s'est lâchée, alors que, en fait, elle ne savait toujours pas se mettre debout. Donc cette petite fille avait été un peu précipitée dans ses acquisitions et du coup n'était vraiment pas à l'aise dans son corps. Donc ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est justement toute l'importance de cette mobilité, ne pas trop précipiter le bébé et permettre justement à ces étapes de s'installer les unes après les autres. Alors c'est vraiment mon combat depuis de très nombreuses années. Il y a très longtemps que j'essaye de transmettre tout ça à travers la petite enfance. Aujourd'hui, j'ai arrêté mon activité de rééducation et je transmets aussi à mes collègues kinés. J'essaye de leur partager ces observations à travers des formations que je fais avec mes collègues kinés. Alors, ma foi, je continue. Et ensuite, bien peu à peu, d'autres prendront le relais. Il y en a déjà qui le font. Et pour pouvoir transmettre ce beau message. Je vais vous présenter le chemin qui mène le bébé à la marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien pour pouvoir aider ce bébé à bouger? Et ensuite, quel est l'intérêt que va trouver le bébé à bouger? De la naissance au premier pas, laissons ces bébés bouger. Alors, on va voir ce que c'est que ce cheminement qui va mener le bébé à la marche. Vous allez voir que ce sont des étapes qui vont se construire les unes sur les autres. Et à quel point chacune des étapes est importante. Donc, ce bébé va commencer à partir du plat dos, va se retourner du dos sur le ventre, rester un petit peu sur le ventre. Ensuite, il va glisser. Il va s'installer à quatre pattes. Puis ensuite, il va marcher à quatre pattes, se mettre debout et il va marcher. Alors, il y a une étape qui manque là. Est-ce que vous avez vu un bébé assis? Non. Le bébé n'a pas besoin d'être assis pour pouvoir marcher. Il a besoin de pousser sur ses jambes, de tenir son dos, de bouger dans tous les sens. Mais la position assise en soi est une position immobile. Comme vous, là, ce soir, vous allez rester pendant 1 heure et demie immobile. Hein, et par définition, quand on est assis, on ne bouge pas. Donc, ça n'est pas une position intéressante pour le bébé. J'ai oublié de vous dire que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont se dire, au fur et à mesure du discours que je vais tenir, « Oh là là, mais j'ai tout faux. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. » On fait tous des erreurs avec nos enfants. L'essentiel, c'est d'essayer de faire au mieux de ce qu'on peut. Et effectivement, quand on a fait des erreurs, ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous avez fait. De toute façon, c'est fait. Et puis, ça n'est pas forcément dramatique. On essaye de faire quand même au mieux. Mais voilà, on fait tous des erreurs. Alors, on va voir un petit peu l'apprentissage de la marche. On va le comparer un petit peu à la construction d'une maison. Quand on construit une maison, on met des fondations, on construit le mur et on met le toit. Et donc, c'est un petit peu pareil pour la marche. Si, par exemple, vous donnez la main au bébé pour le faire marcher, les deux mains, et s'il ne sait pas se mettre debout tout seul, c'est un petit peu comme si vous mettiez le toit alors que vous n'avez pas mis les murs et les fondations. Une autre comparaison qui peut se faire, c'est par rapport aux sportifs. Quand vous avez un sportif, un sport, quel qu'il soit, ici on est un pays de ski, ne peut pas imaginer descendre une piste noire si on n'est pas capable de descendre une piste verte. Donc il faut faire les choses les unes après les autres et commencer par ce qui est le plus facile avant d'arriver vers ce qui est difficile. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est ce bébé, il va se déplacer plus tard debout sur ses deux jambes dans un environnement. Cet environnement, plus il va le connaître tout petit, plus il va être capable de l'appréhender. Il vaut mieux se déplacer à quatre pattes et puis rencontrer les pieds des chaises et savoir un petit peu comment ça fonctionne avant de le faire debout. Donc se familiariser avec le sol, c'est très important. Et donc les étapes que va franchir le bébé, si on le laisse faire, ce seront à peu près toujours les mêmes. Alors il y a une dame aussi avec laquelle j'ai fait connaissance grâce à la petite enfance, c'est Madame Amy Pickler. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent Amy Pickler? Levez le doigt. Pas tant que ça, je pensais qu'il y en aurait plus. Par contre, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui connaissent la motricité libre? Beaucoup plus. Eh bien, c'est Madame Amy Pickler qui est à l'origine de la motricité libre.
Donc elle a observé les bébés dans la pouponnière. On les accompagne avec toute la bienveillance et avec tout énormément d'affection, mais on les laisse évoluer dans leur motricité en les regardant, en les encourageant. Et donc, elle a décrit, Amy Pickler, comme vous voyez ici, c'est une des premières qui a décrit toutes les étapes qui mènent le bébé à la marche. Et donc, je me suis beaucoup construite avec la motricité libre, mais notre travail de rééducateur fait que il y a des petites nuances, parce que quand on est rééducateur, on est obligé d'aider un petit peu le bébé quand il a des difficultés. On va l'aider un petit peu. Alors, Amy Pickler, elle a aussi prouvé, elle a bien observé ça, que, en fait, les bébés, on n'a pas besoin de leur apprendre à marcher. Les bébés apprennent à marcher tout seuls. C'est exactement comme n'importe quel être vivant. Un bébé humain, c'est un petit mammifère. Et donc, je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que moi, je n'ai jamais vu une maman chat attraper son bébé chat par la patte pour lui apprendre à marcher. Les bébés chats, les bébés chiens, ils apprennent à marcher tout seuls. Ben, le bébé humain, c'est pareil. Il est construit de telle manière que la marche va s'installer tout seul, à condition qu'il soit dans un environnement qui va lui permettre de le faire. Donc, l'âge de la marche, très variable. Ça peut aller de 9 mois. Certains enfants marchent à 9 mois. Ce n'est pas forcément mieux que de marcher plus tard. Mais il y en a qui marchent à 9 mois, d'autres qui marchent à 20 mois, 22 mois, 24 mois, beaucoup plus tard. Et j'ai l'habitude de dire souvent ça. Lorsqu'on va chercher un emploi, il n'y a pas une case âge de la marche. Et donc, ça revêt une importance considérable pour les jeunes parents. Et beaucoup plus tard, on ne s'en souvient plus. Si je vous demandais à chacun à quel âge vous avez marché, peut-être que vous ne le sauriez pas le dire. Donc ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'ordre dans lequel les étapes vont s'installer et c'est la qualité de la motricité. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est le plaisir que le bébé va découvrir en bougeant de partout. C'est magnifique de les voir bouger, ces bébés. Alors non seulement ils vont bouger, ils vont aller partout, mais en plus ils vont toucher le sol. Ils vont avoir beaucoup de sensations, des sensations ce qu'on appelle proprioceptives ou tactiles, qui vont contribuer à le construire. Donc on va laisser les bébés bouger. Alors les possibilités de motrices du bébé, elles vont dépendre de plusieurs choses. La première chose, c'est la maturation. La maturation du cerveau, eh bien ça c'est comme pour n'importe quel être vivant. La maturation du cerveau fait que le bébé, il y a des connexions vont s'installer et qui vont conduire le bébé à marcher d'une manière naturelle. Là aussi, si on fait le parallèle avec les animaux, le bébé girafe, au bout de 3 heures, il est capable de se déplacer tout seul à 4 pattes. Et s'il ne le fait pas, la maman girafe l'abandonne parce qu'il ne sera pas capable de se sauver si un prédateur arrive. Donc vous voyez, le bébé girafe, il lui faut très peu de temps pour pouvoir arriver à se déplacer à 4 pattes. Le bébé humain, c'est quand même un petit peu plus lent. On les voit mal, les tout petits qui sont ici, de pouvoir se déplacer, ne serait-ce à 4 pattes, très rapidement. Donc le bébé humain, il lui faut, on va dire, entre 10 et 18 mois pour que toutes les connexions s'installent et qu'il arrive à être capable de marcher. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être les aptitudes de chacun. On est tous différents. C'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Vous avez des enfants qui sont très à l'aise dans leur corps très vite et qui vont marcher tôt. D'autres qui le seront un peu plus tard. D'autres aussi qui auront, malheureusement, ça existe, des pathologies qui vont faire que ça va être un petit peu plus compliqué de s'installer. Les étapes vont avoir plus de mal à s'installer. Et donc, vous avez également, justement, toutes les expériences que va faire le bébé. C'est comme le sportif. Plus il s'entraîne, plus il sera à l'aise dans son corps. S'il passe sa journée dans un transat ou s'il passe sa journée coincé dans un coin, ce pauvre petit, il aura beaucoup moins d'entraînement que celui qui passe sa journée à faire du 4 pattes et à se balader partout dans la maison. Donc les expériences motrices sont très importantes. Du coup, l'environnement va jouer beaucoup. C'est-à-dire, l'environnement, c'est nous tous. Et c'est justement les gestes qu'on va faire ou ne pas faire avec le bébé et qui pourront l'aider, soit l'encourager, soit parfois le freiner dans ses découvertes motrices. Donc, pour pouvoir faire les bons gestes, il faut connaître bien correctement le chemin. Et une fois qu'on a compris le chemin, vous allez voir, vous allez vous dire, ce n'est que du bon sens. Alors, j'ai classé les étapes qui mènent le bébé à la marche en trois phases. La première phase, ça va être, reprenons la maison. La maison, les fondations.
Donc la première phase, ça va être les fondations. Et là, le bébé va prendre conscience de son corps, va prendre conscience des mouvements de son corps. Ce sont en général toutes les positions horizontales et qui vont faire que le bébé va bouger, va faire énormément de mouvements et ces mouvements vont le conduire à la deuxième phase. On peut comparer au mur. La deuxième phase, ça va être le moment où il va commencer à pouvoir changer de position et il va pouvoir se déplacer. Il va pouvoir se déplacer à l'horizontale. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est le bébé qui va se verticaliser et qui, petit à petit, va arriver à pouvoir marcher. Donc, on va les visiter, ces trois phases. La première phase, donc la découverte du corps, ce sont toutes les positions horizontales, par définition des positions de repos. En général, quand on est à l'horizontale, c'est là qu'on se repose le mieux. Et donc, vous allez avoir dans ces positions la position sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Ce sont vraiment les fondations. Et plus j'avance, plus je pense qu'il faut vraiment, vraiment laisser le bébé pouvoir expérimenter ces étapes. Et c'est là où il va commencer à jouer avec son corps. Le premier jouet du bébé, c'est son corps. Donc il faut lui laisser la possibilité de jouer avec les mouvements de son corps, de découvrir les capacités de son corps. Et donc comment on va faire là? On va le laisser le plus souvent possible à plat. Première position que découvre le bébé, c'est la position sur le dos. C'est la position prédominante les premiers mois, puisque les bébés dorment sur le dos. Donc la position dans laquelle il va se trouver le plus longtemps sur les 24 heures. Et donc, au début, les bébés, ils n'ont pas de mouvement volontaire. Ils vont bouger, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils bougent. Et petit à petit, ces mouvements vont devenir de plus en plus volontaires. Et donc, ils vont, dans un premier temps, faire des flexions-extensions des jambes. Ils vont relever un petit peu leurs pieds, mais pour l'instant, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas vraiment leur corps. Et la première chose qu'ils vont découvrir, ce sont les petites mains. Les petites mains qui vont se rassembler, qui vont venir au contact des lèvres et ils vont toucher, ils vont sucer leur pouce, sucer les doigts. Et donc, vous voyez, ils vont faire le lien entre la droite et la gauche. Et au bout d'un moment, ces petites mains, elles vont finir par passer devant les yeux. Ils vont les faire tourner, les éloigner, les rapprocher. Et il est en train de prendre conscience, ce bébé, qu'il a des mains. Et ces mains, elles vont lui servir par la suite à attraper et à manipuler. Mais avant de pouvoir attraper, il faut savoir qu'on a des mains. Si les mains elles restent comme ça de chaque côté, il ne pourra pas prendre conscience de ses mains. Donc là, il va pouvoir se rendre compte que ses mains peuvent le servir à manipuler. Et dans le même temps, on les voit, ces petits doivent commencer là à relever un petit peu les pieds. Sauf que les pieds, pour l'instant, il ne les voit pas, le bébé. Il ne les voit pas, il ne les touche pas, donc il n'en a pas conscience. Et au fur et à mesure de l'avancée de la maturation du cerveau, le bébé va pouvoir relever de plus en plus ses jambes. Plus il le fait, plus il a envie de le faire. Et à un moment donné, il va voir apparaître dans son champ visuel, quand il est sur le dos, ces espèces de petites choses là qui ont de temps en temps des chaussettes, de temps en temps les pieds nus. Et puis, comme il arrive au stade où il est capable d'aller chercher, il va les attraper, c'est toujours là. Donc, il va attraper ses pieds et là, ça va lui faire des chatouilles. Donc, il va prendre conscience de l'unité de son corps, qu'il a des pieds et que ses pieds lui donnent certaines sensations. Et donc, il va s'enrouler. Et on va voir à quel point c'est très important de s'enrouler. Il va attraper le pied droit avec la main gauche, etc. Il va attraper les deux pieds et il va les mettre à la bouche. Donc, l'enroulement, c'est très important. Vous voyez tout ce que fait un bébé sur le dos. Mais il peut le faire quand il est à plat. Ce sera beaucoup plus difficile de faire tout ça s'il est enfilé, s'il est dans un transat ou s'il est dans un maxi-cosy, ce sera beaucoup plus compliqué. L'enfant rassemble ses deux mains, il lève les pieds et puis ça le fait basculer sur le côté. Et alors il va essayer plusieurs fois de donner des petits coups de rein. Ça ne marche pas du premier coup, mais au bout de quelques temps, il peut arriver à se mettre sur le ventre et à se retourner. Alors, dans l'évolution, c'est comme ça que ça se passe sur le plan actif. Sauf que, en tout cas, c'est ce que je pense et je ne suis pas la seule à le dire, la position plat-ventre, c'est quand même important que le bébé la découvre avant de savoir se retourner. Parce que si on attend qu'il sache se retourner tout seul, ça peut-être attendre longtemps. La position plat-ventre est fondamentale. Il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui sont très mal à l'aise à plat-ventre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette position plat-ventre ?
Et c'est la première position qui va permettre au bébé de se protéger. Parce que lorsque il va, immanquablement, ça va lui arriver de tomber quand il va marcher. Et s'il se projette vers l'avant et qu'il n'arrive pas à relever sa tête, il peut se faire très mal. Donc, la première chose, c'est la tête relevée. Et donc, toutes les réactions de protection. L'autre chose aussi, c'est que lorsqu'on se déplace, il faut qu'on voit où on va. Et donc, ce n'est qu'en étant à plat ventre que le bébé va pouvoir voir où il va. Donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que c'est cette position plat ventre, qui va pouvoir conduire le bébé à la position assise. Donc, cette position plat ventre est fondamentale et c'est quand même, quand on y pense, c'est pratiquement la première position que découvre le bébé parce que quand il sort du ventre de la maman, on le pose sur le ventre de la maman, à plat ventre. On n'aurait même pas l'idée de le poser sur le dos, sur le ventre de la maman quand il naît. C'est une position qu'il va prendre, qu'il peut prendre très tôt, et donc qui va le conduire à petit, en prenant appui sur ses bras, à relever sa tête, et il va pouvoir regarder partout à plat ventre. Ce qui est intéressant, quand le bébé regarde à plat ventre, vous voyez, c'est exactement la même manière de regarder que quand on est assis ou debout. Alors que quand on est sur le dos, on ne voit que le plafond. Donc, le regard est horizontal et donc cette position plat ventre, elle va permettre au bébé de faire énormément de découvertes. Et ces découvertes, justement, ça va être d'abord de travailler toute la musculature qui est à l'arrière de son corps. Relever la tête, prendre appui sur ses bras, repousser avec ses bras. C'est fondamental de pouvoir repousser avec les bras parce que c'est ça qui va protéger le bébé quand il va tomber ensuite. Et puis quand le bébé est à plat ventre, il va tourner la tête à droite, à gauche, prendre appui sur son coude droit, prendre appui sur son coude gauche. Il fait énormément de mouvements lorsqu'il est à plat ventre. Il va pouvoir plier aussi ses jambes, plier ses hanches. Et donc tous ces mouvements qu'il fait à plat ventre, ce sont les mouvements qui vont le préparer ensuite à ramper. Quand on les regarde bien, on a l'impression qu'il rampe sur place, ces petits. Donc cette position plat ventre, elle est très très intéressante et elle est indispensable pour la sécurité du bébé et puis pour justement avoir des mouvements qui vont le conduire justement à pouvoir se déplacer ensuite. Voilà donc cette première phase de la découverte du corps qui va permettre au bébé de construire et de bien sentir ses capacités motrices. Donc la deuxième phase, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir choisir sa position. Donc c'est la découverte de l'espace. Il va pouvoir choisir d'être sur le dos ou sur le ventre. Et puis petit à petit, comme il est très curieux, eh bien, il va petit à petit utiliser tout ce qu'il a appris auparavant, soit sur le dos, soit sur le ventre, pour pouvoir se déplacer. Alors la première chose qu'il fait à ce moment-là, c'est se retourner. Le bébé va passer du dos sur le ventre. Et lorsqu'il est très à l'aise à plat ventre, eh bien, vous posez les bébés sur le dos, vous levez le nez en l'air et très vite, ils arrivent sur le ventre. Quand ils savent faire, c'est vraiment une des premières choses qu'ils font. Donc, ça va leur permettre de choisir. J'ai envie d'être sur le dos, j'ai envie d'être sur le ventre. Ensuite, il va apprendre à enrouler sa tête et à se protéger. L'autre chose aussi qu'il va faire, on voit bien ici, il va faire une torsion entre la ligne des hanches et la ligne des épaules. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on marche. Quand on marche, on avance une hanche et on avance l'épaule opposée. Et donc, plus le bébé va faire ça à ras du sol, plus il va pouvoir, par la suite, avoir une démarche harmonieuse. Ensuite, tous les muscles, toutes les articulations travaillent. Quand on voit les bébés se retourner du dos sur le ventre, eh bien ça bouge vraiment de partout et il touche le sol avec la totalité de son corps. Si on fait la comparaison avec un enfant, par exemple, qui est assis, l'enfant qui est assis ne touche qu'avec la partie postérieure de ses cuisses et de ses jambes, il touche le sol. Alors que le bébé qui roule boule de partout, il va toucher le carrelage, il peut toucher la moquette, il peut toucher tout, avec la totalité de son corps. Donc ça lui envoie énormément de sensations. Et puis du coup, vous avez certains enfants qui justement ont peut-être un petit peu moins de force que les autres enfants et qui vont se déplacer à travers les roulés-boulets parce qu'ils n'ont peut-être pas la force de se déplacer en rampant. Donc ça peut être très intéressant. Donc il y a deux choses. Le fait de passer du dos sur le ventre et du ventre sur le dos et puis le fait d'enchaîner les roulés-boulets pour se déplacer.
Voilà donc la première phase. Ensuite, la première étape. Ensuite, ce bébé, donc, il a un stade où il sait se retourner du dos sur le ventre. Vous le posez sur le dos, il se met sur le ventre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser sur ses bras. Et puis, ça va le faire reculer. Il ne va pas trop aimer parce qu'il voudrait bien avancer. Bon, alors peut-être que ça ne lui sert pas à se déplacer, mais par contre, ça, plus il va le faire, plus il va être capable, quand il sera un petit peu plus grand, de descendre, quand il va prendre l'escalier, quand il va être sur le canapé, il va être obligé de faire ce geste, de repousser pour pouvoir redescendre. Ensuite, ce bébé va regarder à droite et à gauche et il va avoir envie, là aussi, d'aller chercher. Et donc, avec ses bras, il va prendre appui sur le sol et ça va le faire tourner comme une toupie. Vous voyez, c'est le stade où le bébé, il va glisser comme un petit serpent. Le gros avantage de cette phase-là, c'est que le bébé ne craint pas de tomber puisqu'il est déjà par terre. Donc là, il recule, il pivote, et la phase qui va venir ensuite, ça va être ce petit qui va s'étirer, il va vouloir aller chercher quelque chose sur le devant, sauf qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre, et à un moment donné, il va comprendre qu'en appuyant sur le sol et en tractant avec ses bras, il peut ramper. Et là, c'est magique, parce qu'il peut aller chercher quelque chose qu'il voit. Hein, et donc, il peut ramper. Alors, ceux qui rampent très très bien, on dirait des petits lézards. Hein. Ils vont vite. Et ils sont obligés de bien coordonner le haut, le bas pour pouvoir avancer. Mais c'est vraiment, ce sont les bras qui vont faire que l'enfant va aller vers l'avant. Et puis, avec les jambes, ça va aller plus vite. Mais d'abord, il faut qu'il comprenne qu'il peut tracter sur ses bras. Donc, à ce stade-là, le bébé va partout. Il va absolument partout, en sécurité parce qu'il ne peut pas tomber par terre, puisqu'il est déjà par terre. Et donc, il peut contourner les chaises, il peut passer sous quelque chose. Et là, il est totalement autonome pour se déplacer. Il y a certains bébés qui vont ramper 3 jours, hein, puis d'autres qui vont ramper 6 mois. Ça dépend des enfants. Et donc, à un stade un petit peu plus avancé, on voit les petits qui remontent les genoux sous leur ventre, qui décollent un petit peu les fesses. Ils essayent d'appuyer sur les bras en même temps, sauf que ça marche là aussi, pas du premier coup. Et puis donc, ils s'installent, on a l'impression qu'ils vont s'installer à 4 pattes, qu'ils vont marcher à 4 pattes tout de suite. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ils s'installent à 4 pattes, ils se remettent à plat ventre, ils se réinstallent à 4 pattes. Et puis, quand ils ont assez bien compris le truc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se balancer. On les voit à ce moment-là, ils se balancent en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et à un moment donné, ils se balancent tellement loin vers l'avant que du coup, c'est le premier pas à 4 pattes. Voilà ce bébé qui découvre le 4 pattes. Magnifique, le 4 pattes. C'est la meilleure façon de se déplacer au sol. Pour pouvoir marcher à 4 pattes, il faut vraiment bien coordonner le haut, le bas, la droite et la gauche. Et ça, c'est fondamental, c'est très constructeur pour tout le reste. Là, c'est un petit peu quand on marche, on a intérêt à avancer correctement à droite, à gauche, etc. Donc ça, c'est préparé par le 4 pattes. Et donc, le gros avantage du 4 pattes par rapport au rampé, c'est que le bébé, il n'a plus le ventre collé au sol. Et du coup, là, il est en train de travailler son équilibre. Donc, le 4 pattes, c'est la supériorité du 4 pattes par rapport au rampé, le rampé qui est bien symétrique. Hein. Donc le 4 pattes va permettre au bébé de travailler l'équilibre et va permettre au bébé également de bien installer ses réactions de protection, ce qu'on appelle les réactions de protection. On comprend bien que plus un bébé fait du 4 pattes toute la journée, eh bien plus il va apprendre à se protéger puisqu'il appuie sur ses bras tendus et que à chaque fois, il fait un geste vers l'avant. Donc c'est vraiment ça qui va permettre au bébé d'apprendre à se protéger. Et bien voilà, un bébé, là encore, qui se déplace partout dans la maison. Mais il n'est pourtant toujours pas assis. Alors la verticalité, il va bien sûr la découvrir avec le maintien de la tête. Les 2 petits bouts de chou qui sont là commencent peut-être à tenir leur tête sur les épaules. Pas la petite qui a 1 mois, c'est encore un petit peu juste. Mais en général, à 3-4 mois, un bébé, vous l'avez dans les bras, il maintient sa tête sur ses épaules. Par contre, un petit peu plus tard, on va constater que le bébé, il maintient son dos vertical. Quand on le tient soit dans les bras, soit si on le pose sur la table allongée, on voit que le dos tient en position verticale. Mais ça n'est pas pour autant que le bébé, il est prêt pour tenir assis.
Le bébé est prêt pour tenir assis au sol quand il y arrive tout seul. Et pour arriver assis, ce bébé va s'installer à quatre pattes, repousse sur ses bras tendus, vous voyez, il fait une flexion de hanche, une flexion de genou, et ensuite il va faire une torsion entre le haut et le bas de son corps, et il va pouvoir poser une fesse sur le sol. Il garde ses mains vers l'avant, donc il est un peu dirigé vers l'avant, il n'a pas peur de tomber, puisque c'est lui qui arrive tout seul. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche les mains. Et le voilà assis au sol. Donc un bébé qui tient assis, c'est un bébé qui est là au milieu. Vous n'avez pas peur qu'il tombe. Il est arrivé assis tout seul. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va repartir tout seul. Il va repartir vers le quatre pattes. Il faut absolument que le bébé arrive à s'installer assis tout seul. À partir du moment où il arrive, alors il faudra que je vous précise ça un petit peu mieux. C'est pas parce qu'il arrive à s'installer assis tout seul qu'il va pouvoir partir. Le plus important, c'est qu'il en sorte. Et il va sortir, il va faire exactement le même geste pour sortir de la position assise. Vous voyez, j'ai remis exactement les mêmes photos en sens inverse. Donc, à ce stade-là, le bébé fait du quatre pattes, il s'assoit, il va rester, allez, est-ce que je dis 2-3 minutes assis ? Et après, il va repartir. À partir du moment où le bébé a le choix, il ne reste pas une demi-heure assis. Vous êtes d'accord, tous les professionnels de la petite enfance, quand les bébés ont la liberté de bouger, ils ne vont pas rester une demi-heure assis à tourner les pages d'un livre. C'est beaucoup trop compliqué à cet âge-là. À cet âge-là, ce qui compte, c'est le mouvement. Et donc, on a toujours tendance, nous les adultes, à penser qu'un bébé assis va s'ennuyer moins, qu'il va mieux voir, et c'est ce qui nous encourage à les poser assis avant qu'ils sachent le faire tout seul. Donc l'idée, mais j'en reparlerai à la fin, tout à l'heure, c'est de laisser le bébé s'installer assis tout seul et surtout de le laisser repartir. Voilà. Donc, beaucoup plus... Alors, le bébé, par définition, quand il est assis par terre, il a les pieds devant. Si je vous demandais, par exemple, de vous mettre debout, si vous êtes assis par terre et que je vous dis « mettez-vous debout », vous n'arriverez pas, ou ce serait compliqué, de vous mettre debout sans vous tenir avec les mains si vous partez de la position assise. Beaucoup plus intéressantes sont les positions à genoux. Et alors, donc, que va faire ce petit ? Il se déplace à quatre pattes, il voit, il part tout dans la maison, et il arrive peut-être à une marche d'escalier qui va être à la hauteur de ses yeux. Que va-t-il faire ? Eh bien, il va poser ses deux mains sur la marche, et il va se retrouver à genoux assis, avec les pieds à l'arrière. Et donc, une fois, il va jouer un petit peu, et cette position à genoux, avec les pieds vers l'arrière, va lui permettre de décoller les fesses et de se retrouver dans cette position à genoux dressé, qui est la position très proche de la position debout. Vous voyez, le gros avantage de ces deux positions, à genoux assis et à genoux dressé, c'est que c'est ça qui va conduire le bébé vers la position debout. C'est pas la position assise avec les pieds devant. Et donc, ce petit va pouvoir, puisqu'il fait déjà du quatre pattes, il prend appui sur quelque chose, il pousse, et il commence à se déplacer en position à genoux dressé. Il y en a qui le font aussi quelquefois sans tenir quelque chose. Ils arrivent à se déplacer parfois très vite comme ça. Et on retrouve, ce que je vous disais tout à l'heure, le croisement de la ligne des hanches et de la ligne des épaules. Donc, ce petit n'est pas loin de la position debout. Que va-t-il faire ? Dans un premier temps, on les voit, ils prennent appui sur un petit support qui fait à peu près 20 cm et ils font des pompes avec leurs petites jambes. Et on s'imagine qu'ils sont en train de se mettre debout. Non, ils ne sont pas en train de se mettre debout, ils sont en train juste de sentir ce que c'est que la poussée sur les jambes. Et donc là, cette petite fille n'est pas debout parce que tout simplement, elle a le tronc qui n'est pas dans le prolongement de ses jambes. Elle est en train de s'amuser à pousser sur ses pieds, pousser sur ses jambes. Le bébé, en général, il va arriver debout, si on le laisse faire, si on le laisse bien faire tout seul. Il fait du quatre pattes, et donc on va voir ici, il va prendre appui sur un genou, ça va lui permettre de poser son pied sur l'avant, et il va repousser le sol avec ce pied et arriver à la position debout. Et donc là, il est dirigé un peu vers l'avant et il ne craint rien. Donc ça, c'est la meilleure façon d'arriver debout. C'est
bon, c'est pas toujours comme ça qu'il est. Là, tout ce que je vous raconte, c'est le chemin parfait. Hein. C'est pas toujours aussi bien que ça. Mais si on laisse faire le bébé et si on le laisse bien installé, il y arrive comme ça. Et donc, une fois qu'il est arrivé debout tout seul, c'est lui qui est arrivé debout tout seul. Il n'y a pas l'adulte qui l'a mis debout. L'adulte ne le met pas debout. Et donc, il va travailler son équilibre tout seul. Il prend appui, il lâche une main, il regarde en arrière, il lève un pied, il prend appui sur ses pointes de pied, ça lui permet de travailler un peu l'impulsion. Et donc, on voit bien que ça, s'il le fait souvent dans la journée, il va s'entraîner à se tenir en position debout et à récupérer ses déséquilibres tout seul. C'est lui qui gère. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient. Il redescend au sol. Il a déjà appris à le faire quand il était à genoux. Et là, maintenant, il va le faire à partir de la position debout. Il va revenir au sol tout seul. Mais il peut faire ça parce qu'il a bien construit toutes les étapes auparavant. Et donc, vous allez me dire, ça y est, il va marcher. Il va marcher demain parce qu'il se met debout, il redescend. Eh bien non. Parce qu'il y a des expériences super intéressantes qu'il va faire avant de marcher. C'est d'escalader. Il va escalader partout. Et donc, l'escalade, c'est vraiment le premier sport que pratique le petit humain. Vous n'avez pas besoin de lui montrer, hein. Il va trouver tout seul. Et pourquoi il va pouvoir escalader ? Tout simplement parce qu'il va continuer les mêmes mouvements qu'il a fait à ras du sol. Eh bien, il va petit à petit s'élever et il va pouvoir grimper partout. Mais par contre, il faut quand même être là pour protéger les bébés, bien sûr. Et il faut aménager la maison de manière à ce qu'ils ne se mettent pas en danger. Alors, la première chose qu'ils font, c'est franchir des obstacles. Le meilleur truc qu'ils aiment faire à cet âge-là, c'est de rentrer dans des caisses et d'en sortir. Et ça, bien sûr, qu'ils peuvent le faire parce qu'ils font du 4 pattes. Celui qui n'a pas fait de 4 pattes, il ne peut pas faire ça. Et ça, c'est très, très intéressant. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça fait travailler le redressement de la tête et l'appui sur les bras tendus. Donc, ça prépare l'enfant à se protéger. L'autre chose qu'il va faire, et alors là, attention, parce que vous n'avez pas besoin de lui expliquer comment on monte dans l'escalier. Il va trouver tout seul et il va vouloir y aller. C'est pour ça qu'il faut protéger l'escalier. Par contre, c'est vraiment le meilleur exercice que l'enfant peut faire pour arriver à apprendre à marcher. Parce que ça va lui demander énormément de coordination, ça va lui demander des transferts des appuis, ça va lui demander la gestion du vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met une barrière en haut et en bas. Et puis, quand on est là avec l'enfant, on le laisse grimper. Hein. On n'a pas besoin de le prendre dans les bras. Si on l'a tout le temps dans les bras, à ce moment-là, on peut se fatiguer et se faire mal au dos parce que l'enfant commence à être lourd à ce stade-là et il peut très bien grimper les escaliers. Donc on est là juste pour le protéger et on le laisse grimper. Et puis quand on n'est pas là, on protège. L'autre chose aussi qu'il fait à ce moment-là, il peut grimper sur le canapé. Parfois aussi, on peut être sur le canapé avec le bébé et puis on est pressé ou il y a quelque chose qui fait qu'on sort du canapé et on laisse le bébé sur le canapé. Il faut absolument qu'il sache redescendre tout seul. Et ça, il peut le faire avant de savoir marcher. Et donc, s'il ne sait pas le faire tout seul, eh bien, il faut l'aider. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il va savoir faire à ce stade-là, c'est enjamber quelque chose. Passer par-dessus quelque chose, enjamber quelque chose debout, ça demande une coordination entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche. Et ce geste-là d'enjamber, c'est le geste qui va permettre au bébé de grimper sur le porteur, un peu plus tard, et plus tard de grimper sur un vélo. C'est exactement ce geste-là. Donc, le geste d'enjamber, c'est aussi quelque chose que l'enfant va savoir faire avant de marcher. Et donc, toutes ces choses-là font que peu à peu, l'enfant va être prêt pour pouvoir marcher bientôt. Sauf que là aussi, certains enfants vont pratiquement du jour au lendemain se déplacer vers l'avant. Mais si on essaye de bien observer, et nous les rééducateurs, on est obligés vraiment de bien connaître comment ça se passe pour pouvoir aider les enfants en difficulté. Donc quand on observe, on se rend compte que la première étape, c'est ce bébé qui va continuer à la limite à faire du 4 pattes, mais en position verticale. Donc, il prend appui sur une table et il va se déplacer vers la droite ou vers la gauche. C'est un petit peu comme s'il faisait du 4 pattes. Sauf que les tables, parfois, c'est carré ou rectangulaire. Et donc, s'il arrive vers l'angle, s'il continue à se déplacer sur une ligne, il tombe. Donc, il faut qu'il fasse
un petit geste avec ses mains, qui positionne ses mains correctement pour franchir l'angle et en même temps qui positionne ses pieds. C'est un petit peu plus difficile de faire ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'enfant qui va être capable de changer de support. Donc il va se tenir à la table basse, par exemple, et puis après il va se tenir au canapé. Et donc cet enfant va pouvoir se déplacer debout un petit peu partout. L'étape qui vient après, c'est l'enfant qui se met debout contre le mur et qui va se déplacer le long du mur. Et donc ça va demander plus de force et plus d'équilibre. Et donc vous voyez, ce qu'on observe là, c'est que l'enfant fait tout seul. Il n'y a pas d'adulte derrière. Il est tout à fait capable de faire tout ça tout seul. Et à un moment donné, il va comprendre qu'en s'appuyant sur quelque chose qui glisse, un tabouret par exemple, il peut se déplacer vers l'avant. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment très proche de la marche, parce qu'en général, quand on marche, on se déplace vers l'avant. Et l'avantage de pousser quelque chose qui glisse, c'est que cet objet-là, dès qu'il s'arrête de pousser, ça ne bouge plus. Et donc, ça lui apprend à aller vers l'avant et à récupérer ses déséquilibres. La phase qui vient ensuite, c'est le petit qui va être capable, tout seul, de se mettre debout sur quelque chose qui roule. Se mettre debout avec quelque chose qui roule, c'est compliqué, parce que si on n'est pas prêt, cet objet part vers l'avant. Ou si on s'accroche, cet objet part vers l'arrière. Donc on comprend bien que si on laisse faire le bébé, il va gérer lui. Il va comprendre s'il est capable de faire ça. Et une fois qu'il s'est mis debout tout seul avec cet objet qui roule, eh bien, il aura bien géré les déséquilibres avant-arrière. Et là, il va pouvoir se déplacer vers l'avant tout seul. Et diriger. Comme il a coordonné le haut et le bas, il peut diriger. Et donc, c'est pas loin, il n'est pas loin de la marche, il peut aller se balader partout comme ça. Et la dernière étape, c'est lorsque l'enfant arrive à se mettre debout au milieu d'une pièce et qu'il tient debout tout seul. Ça, c'est la dernière étape. Une fois qu'il en est là, qu'il a tout fait les étapes auparavant, eh bien cet enfant va être capable de se lâcher et de partir pour la grande aventure de la marche, tout seul. Vous voyez qu'on n'a pas besoin, justement, de tenir le bébé et qu'il est capable très bien de pouvoir se déplacer tout seul. Voilà ce chemin. Donc vous avez vu, maintenant vous avez bien compris le chemin. Eh bien on va voir comment on va faire pour accompagner ce bébé de la meilleure façon. Alors bien sûr que l'accompagnement du bébé, ça veut dire quoi accompagner? Ça veut dire être avec. On ne va pas laisser le bébé dans son coin. La juste distance entre le portage, entre les caresses, entre ces moments où on doit lui donner des moments où il doit être tout seul pour pouvoir trouver justement sa motricité. C'est pas toujours évident de trouver la juste distance, mais voilà, c'est vraiment ce moment-là où on va lui faire confiance pour qu'il puisse justement petit à petit se détacher de nous et trouver son indépendance. Alors, ça va être à travers les actes de la vie quotidienne qu'on va l'aider, ce petit, parce qu'en fait, il vit 24 heures sur 24, alors il dort quand même encore beaucoup, les bébés. Mais le reste du temps, comment va-t-on faire avec ce bébé pour justement lui permettre de se développer au mieux? Alors, il y a un geste qui revient très, très souvent dans la journée, celui qui est peut-être le plus fréquent, c'est ce geste qui nous permet de prendre le bébé dans les bras. Alors, j'ai apporté un poupon. Ce bébé, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On va attraper le bébé sous les bras et on va l'amener vers soi. Ou quelquefois, on va attraper les deux mains et on va faire asseoir le bébé. Je vous propose, de manière à éviter que le bébé passe de la position sur le dos à la position assise, je vous propose de prendre le bébé, on le regarde, on lui dit « Veux-tu venir dans mes bras ?» On le fait rouler et après, on le prend dans les bras. Voilà la manière la plus... comment dire? C'est une manière de prendre... Comme ça revient très très souvent dans la journée, le fait de le saisir de cette manière-là va permettre au bébé d'aller vers le retournement le plus facilement possible. Je le repose de la même façon. Voilà. Et donc là, je le reprends, je le fais tourner sur le côté, bien en contact avec le sol, et hop, je le prends dans les bras. Et après, on va parler un petit peu du portage. Mais vous voyez, ça revient très souvent dans la journée. Et si on fait ça tout le temps, il n'y a pas de raison que l'enfant n'arrive pas
à se retourner du dos sur le ventre. Donc ça, c'est valable. Merci. C'est valable lorsque le bébé est dans son lit, lorsque le bébé est sur la table allongée, lorsque le bébé est dans son transat. On essaie toujours de faire ce petit geste du passage sur le côté pour permettre au bébé de se retourner. Alors, l'idée n'est pas qu'il se retourne sur la table allongée et qu'il tombe, hein, bien sûr. Hein. Mais l'idée, c'est d'éviter absolument ce geste, celui-là, qui va conduire le bébé vers la position assise à partir du plat dos. Parce que la nature, c'est le bébé on pose le bébé sur le dos, il se retourne sur le ventre lorsqu'il est à l'aise dans son corps. Autre chose qui est très importante, c'est le portage. Alors, le portage dans les bras, lorsque le bébé est tout petit, il ne tient pas encore son dos, comme ces petits qui sont ici, ne tiennent pas encore leur dos en position verticale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là quand on porte le bébé? On va essayer le plus possible de provoquer l'enroulement du bébé. Parce que le bébé étant enroulé, on a vu que la première étape pour le développement du bébé, c'est ce bébé qui est sur le dos et qui, justement, peut attraper ses pieds. Donc, le fait de prendre le bébé dans les bras en l'enroulant va faciliter, justement, cet enroulement lorsque le bébé sera un peu plus tard sur le dos. Donc, là aussi, tant que le bébé ne tient pas bien son dos, on va l'enrouler dans les bras de manière à ce que petit à petit, cet enroulement puisse s'installer sur le dos aussi. Le portage. Quand le bébé va grandir et qu'on s'aperçoit qu'il tient bien son dos en position verticale, alors là, pas de problème, on peut continuer à l'enrouler, mais on peut aussi le porter. Alors vous voyez, là, on l'enroule et il va bien tenir son dos, mais on peut aussi le porter de cette façon ou de cette façon. Je crois qu'une des choses qu'il faut le plus éviter, c'est toutes ces façons de porter qui peuvent créer des réactions en hyperextension du bébé. Hein, quand on le porte comme ça, ou même quand on le porte comme ça, j'exagère un peu, hein, mais quand on les porte comme ça, ils peuvent avoir tendance à partir un petit peu vers l'arrière. C'est la raison pour laquelle il faut privilégier toujours l'enroulement du bébé. Le portage en écharpe est vraiment quelque chose qui peut être très très intéressant pour les premières semaines, garder le lien avec son bébé. Les fesses du bébé sont un peu plus basses que les genoux, et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le portage physiologique, et ça va permettre là aussi l'enroulement du bébé. Donc le portage est vraiment très très intéressant. Alors, les premières semaines, parfois, certains enfants ont besoin d'être beaucoup portés, et un petit peu plus tard, on peut aller se promener avec le bébé. Il n'en reste pas moins qu'il faut quand même faire... Il y a une petite nuance à apporter, c'est que malgré tout, un bébé dans une écharpe ne bouge pratiquement pas, et que du coup, il va avoir tout le temps où il est dans l'écharpe, ce bébé ne va pas pouvoir engager sa motricité. Il va être en position verticale, il va suivre les mouvements de l'adulte, mais c'est tout. Il ne bouge pas. Donc il faut arriver à trouver suffisamment d'équilibre entre les temps où le bébé est porté et les temps où ce bébé est posé à plat et où il peut engager sa motricité. Toujours bien arriver à voir, à laisser le bébé libre de bouger. Alors donc, lorsque le bébé va grandir un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va alterner les moments où le bébé est dans les bras, les moments où le bébé dort, et les moments où le bébé est à plat et où il peut bouger. Donc, il faut bien arriver petit à petit à alterner ces différentes positions de manière à ce que peu à peu, la position à plat au sol prenne le dessus. On a vu que lorsque le bébé est à plat, c'est comme ça qu'il peut découvrir son corps, qu'il peut découvrir ses capacités à bouger, et du coup, c'est à partir de là qu'il va pouvoir bouger. Si le bébé est toujours dans le transat, si le bébé est toujours dans un maxi-cosy, si le bébé est toujours porté, ben comment voulez-vous qu'il bouge? Il ne peut pas bouger. Donc il a besoin de ces moments où il est à plat au sol pour pouvoir engager sa motricité. Alors par contre, on ne va pas laisser un bébé qui est en mauvaise position, s'il n'est pas bien à plat dos, s'il n'est pas bien à plat ventre, on ne va pas le laisser tout seul alors qu'il est dans des positions qui ne sont pas confortables pour lui. Alors, on va parler un petit peu du plat ventre. Le plat ventre, bon, les bébés dorment sur le dos et
le fait de dormir sur le dos fait que la position sur le dos va être une position dominante dans laquelle il va se trouver la plus grande partie du temps. Alors, il est intéressant de pouvoir proposer, sur les temps d'éveil, des moments où le bébé est à plat ventre, pour qu'il puisse petit à petit fortifier un petit peu la partie postérieure de son cou, puis qu'il s'habitue à cette position plat ventre. Parce que s'il n'est jamais appuyé sur son ventre, ça va être compliqué s'il découvre ça lorsqu'il a 6 ou 7 mois. Donc, voilà ce qui est recommandé la plupart du temps, hein, c'est de proposer le plat ventre au bébé dans ces périodes d'éveil. Et ça peut se faire pratiquement dès la naissance. Dès la naissance, vous voyez, cette petite fille, elle a 15 jours. Hein. Donc, elle est éveillée et elle est à plat ventre. Alors, bien sûr que lorsque le bébé est tout petit, il est très souvent au contact de son parent. Mais c'est très important aussi, on peut lui proposer de temps en temps d'être à plat ventre, quand il est éveillé. Et alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la position plat ventre, c'est une position de repos. On ne pense, position plat ventre, on pense que la position où le bébé, il est appuyé, il relève sa tête. Mais la position plat ventre, c'est aussi une position de repos. C'est une position pendant laquelle on peut se reposer. La preuve, c'est qu'on peut dormir à plat ventre. Donc, si le bébé a pris l'habitude du plat ventre tout petit, il va prendre l'habitude aussi de se reposer, de poser sa tête lorsqu'il est sur le ventre, et ça peut être une position tout à fait confortable. Alors, il y a d'autres moyens aussi de faire découvrir le plat ventre. C'est à chaque fois en contact avec le corps de son parent. Donc, on peut prendre le bébé sur le ventre de cette manière-là, sur les genoux, on peut jouer avec lui, sur les bras. Vous voyez, c'est des différentes manières de proposer le plat ventre qui vont faire que petit à petit, ce bébé va apprendre à redresser la tête et à regarder autour de lui. Donc, cette position plat ventre, de mon point de vue, et je ne suis pas la seule à le dire, elle, évidemment, doit toujours être confortable. Elle peut être proposée au bébé tout petit, de courts instants dans la journée, à condition qu'il y soit bien. Et alors, le mieux, à la limite, c'est de passer sur le dos, de le faire rouler sur le ventre. On le laisse un petit peu sur le ventre, on est à côté, tout va bien. Et puis après, on le remet sur le dos. Mais il ne faut pas le laisser à plat ventre s'il n'est pas en position confortable. Hein ? Et un des moyens de faire en sorte que cette position plat ventre soit confortable, c'est de la proposer au bébé tout petit. Parce que si le bébé, on lui commence à lui proposer le plat ventre à 4 mois, eh bien là, peut-être qu'il ne sera pas du tout à l'aise en position plat ventre parce qu'il ne la connaît pas, cette position. Et donc, il saura d'autant mieux se retourner du dos sur le ventre si il la connaît, cette position. Alors, on va parler un petit peu du sommeil. Le sommeil, on ne remet pas en cause la consigne qui consiste à dire le bébé doit dormir sur le dos. Pour l'instant, c'est comme ça. La Haute Autorité de Santé donne cette consigne parce qu'on s'est aperçu que les bébés, quand ils dorment sur le ventre, ont beaucoup plus de risques de faire une mort subite du nourrisson. Donc, la consigne, c'est le bébé sur le dos. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que le bébé, lorsqu'il dort, il faut qu'il soit libre de bouger dans son sommeil. N'importe quel être vivant, nous, si on fait le lien par rapport à nous, ben nous, on a envie de pouvoir bouger quand on dort. Si on est contraint, on ne peut pas exprimer sa motricité. Vous savez, quand on dort, on a des périodes où on dort un petit peu moins bien, des semi-réveils. Et pendant ces semi-réveils, on s'étire, on bouge, parce que sinon, on prend des escarres, tout simplement. Donc le tout petit bébé, il a besoin aussi de pouvoir s'étirer quand il fait des tout petits réveils et pour pouvoir changer de position et se rendormir. Donc c'est important, ça, cette mobilité au réveil. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des têtes plates, qui ont des plagiocéphalies, ou la tête plate complètement à l'arrière, ou la tête déformée. Alors on pourrait dire que c'est uniquement parce que les enfants dorment sur le dos. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, les têtes plates, il y en a plus depuis que les enfants dorment sur le dos. Mais ça n'est pas uniquement le fait de dormir sur le dos qui provoque les têtes plates. C'est aussi parce que les enfants bougent beaucoup moins. C'est aussi parce qu'ils sont dans les transats. C'est peut-être il y a quelque chose qui les dérange au départ et qui font qu'ils sont pénalisés par le fait justement de ne pas pouvoir bouger. Et donc, pendant le sommeil, il faut absolument que le bébé puisse bouger.
Donc vous, si soit en tant que parent, soit en tant que professionnel de la petite enfance, il y a une chose qu'il faut vérifier tout le temps quand vous allez chercher les bébés qui viennent de dormir. Est-ce qu'ils ont tourné la tête pendant leur sommeil? Est-ce qu'ils ont changé de position pendant leur sommeil? Ça, c'est très, très important. La tête d'un bébé, elle se déforme très vite. En quelques semaines, elle peut se déformer parce que c'est un peu comme de la pâte à modeler, hein. Donc, si le bébé il a la tête toujours tournée du même côté, très, très vite, elle peut se déformer. Et une fois qu'elle est déformée, c'est un peu compliqué pour arriver à remettre les choses dans l'ordre. Donc, une chose qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est laisser les bébés endormis dans les transats ou dans les maxi-cosy. Alors, c'est sûr, dans les maxi-cosy, quand vous avez le bébé dans la voiture, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais l'idée, ce serait quand même de le sortir de là le plus tôt possible et d'éviter à tout prix ça. Hein. Et ça fait vraiment partie des gestes qui provoquent, enfin, pas à eux tout seuls, hein, mais qui sont une des raisons qui font que l'enfant a la tête qui se déforme. Donc ça, il faut bien le savoir, ces plagiocéphalies ne sont pas uniquement dues au fait que le bébé dort sur le dos, mais que le bébé ne bouge pas ou qu'il passe de longs moments dans les transats et à plus forte raison endormi dans les transats. Alors, la tétée et le biberon, il faut faire attention aussi qu'on est toujours... Bon, la tétée, en général, les mamans, elles sont bien informées sur la manière de poser leur bébé. Par contre, vous voyez, quand on donne le biberon, faire attention que les bras partent pas vers l'arrière et que le bébé ne se mette pas en arc de cercle quand on donne le biberon. Toujours provoquer l'enroulement lorsque le bébé prend son biberon. Les repas à la cuillère. Quand le bébé grandit, on va lui donner à manger à la cuillère. Alors, si on est bien avec le bébé sur les genoux, eh ben on garde le bébé sur les genoux. Là, il commence à maintenir un peu mieux son dos. Si ce bébé ne maintient pas son dos, on peut aussi très bien lui donner à manger, lui, dans le transat. Et nous, on est devant lui. C'est un moment d'échange. On se parle. Voilà, on échange. Et puis, quand le bébé tient bien son dos, à ce moment-là, qu'il est dans la chaise haute, même si ce n'est pas s'asseoir tout seul. Ce n'est pas du tout la même chose d'être assis dans la chaise haute et d'être assis par terre. Par définition, dans la chaise haute, le bébé, il ne va pas en sortir. On aimerait mieux qu'il n'en sorte pas, d'ailleurs, hein. Et donc, le bébé peut très bien être assis, à condition qu'il soit bien installé dans la chaise haute, qu'il n'ait pas les pieds dans le vide, qu'il ait quelque chose devant lui. Et s'il maintient bien son dos, voilà, il va pouvoir commencer à attraper, manger des morceaux, prendre un morceau de pain, etc. Hein. Donc, même si ce n'est pas s'asseoir tout seul par terre, ce n'est pas la même chose. Alors, le moment du change. Le moment du change, ça va être un moment aussi où on va pouvoir entrer en lien avec le bébé, bien sûr, mais le gros avantage, c'est qu'en principe, il est tout nu, le bébé, quand on le change, enfin, en tout cas, à un moment. Alors donc, on va utiliser le moment du change pour le faire passer un petit peu sur le côté, pour le mettre un petit peu sur le ventre, pour le remettre sur le dos, pour lui montrer ses pieds, pour jouer avec les pieds, faire des petits bisous sur les pieds, faire bouger ses jambes. Vous voyez, permettre à ce bébé d'entrer dans sa motricité aussi à ce moment-là. C'est un moment où, bon, évidemment, quand on a le temps, on n'a pas toujours le temps, hein, mais qui va permettre justement au bébé de connaître un petit peu mieux son corps. Donc le moment du change est intéressant pour le plat-ventre aussi et pour l'enroulement. Alors maintenant, je vais vous parler aussi de quelque chose qui revient très souvent. Parfois, chez le bébé, en général, on lui donne le bain à peu près une fois par jour. Alors, chez le bébé tout petit, on va bien le maintenir, lui maintenir sa tête jusqu'à l'âge de 2 mois à peu près. Et après, eh bien, on peut tout simplement laisser ce bébé à plat d'eau dans la baignoire. Quand on a la chance d'avoir une baignoire, on laisse le bébé à plat d'eau, on met de l'eau jusqu'aux oreilles, et on laisse le bébé bouger. Alors là, voilà une petite fille qui a 2 mois. On commence à voir à ce moment-là des mouvements qui ne sont pas très, très volontaires, hein, mais donc, elle est sur le dos, dans la baignoire, elle a de l'eau un petit peu en dessous des oreilles, elle est complètement libre de bouger. Et donc, si on l'installe de cette manière-là, petit à petit, elle va pouvoir là aussi engager sa motricité. Et donc, vous voyez ici cette petite fille qui commence à s'enrouler. Elle remonte ses mains, elle remonte ses jambes, elle rassemble la droite et la gauche, et puis elle pédale tranquille.
Et donc, elle est libre de bouger dans son tiroir. Parce qu'en fait, le problème des baignoires qu'on vous vend dans le commerce, c'est que c'est pas assez grand. Dès que le bébé a 3 ou 4 mois, vous le mettez sur le dos et puis il rentre pas dans la baignoire. Donc là, c'est un tiroir dans lequel on met les couvertures et c'est suffisamment grand pour que le bébé puisse, parce qu'il n'y avait pas dans cette maison, il n'y avait pas de baignoire, de grande baignoire, il y avait juste une douche. Et donc, c'était la possibilité de bouger. Et donc, un petit peu plus tard, voilà une petite fille qui a à peu près 8 mois, cette petite grenouille qui bouge dans la baignoire et qui se retourne et qui va s'installer assise et qui en ressort. Vous voyez la liberté de bouger. Et là, elle ne craint rien, c'est elle qui gère. Hein. C'est elle qui gère et qui commence à faire son 4 pattes, qui n'a besoin de rien d'autre que de bouger dans sa baignoire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait ça avec leurs enfants? Ah, il y en a beaucoup. Ah, vous avez trouvé ça bien? C'est super, hein? Ça, c'est vraiment super. C'est la liberté de bouger dans la baignoire. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, ce qui veut dire, regardez là, encore qui s'assoit. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que tout ça, eh bien, ça ne sert à rien. Il y a énormément de choses qui sont proposées aux parents et qui sont inutiles. Donc, vous voyez là, bon, là, c'est la caricature, hein, la caricature. Mais je vais juste m'attarder un tout petit peu là-dessus, c'est très, très fréquent qu'on achète l'anneau de bain, quel qu'il soit. Hein. Et l'anneau de bain, de mon point de vue, c'est une fausse sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'enfants qui tiennent très bien assis et qui ne savent pas se retourner du dos sur le ventre parce qu'on ne les a pas laissés suffisamment à plat. Ces enfants-là, au début, dans la baignoire, on va les mettre dans l'anneau de bain. Alors on est tranquille, ils ne peuvent pas tomber. Sauf qu'au bout d'un moment, ils grandissent. Et du coup, on va se dire, on enlève l'anneau de bain. Mais peut-être que cet enfant-là ne sait pas s'asseoir tout seul et n'a pas la mobilité qu'a la petite fille que vous venez de voir dans la baignoire. Et donc, du coup, si on a affaire à un enfant qui est bloqué assis et qui ne sait pas se retourner du dos sur le ventre, on va le mettre dans la baignoire avec de l'eau jusqu'à la taille. Et s'il se renverse en arrière et qui ne sait pas se retourner du dos sur le ventre, là, il est vraiment en danger. Alors, c'est sûr qu'il ne faut jamais, jamais laisser les enfants tout seuls dans la baignoire. Jamais. Donc, laissez les bébés. Vous voyez vos petits, là, les 2 petits qui ont 3 mois, vous pouvez déjà. Vous le faites ou pas? Une fois? Ça fait un peu peur au début. Mais si on a peur au début, on peut mettre le bébé sur une serviette, hein, si on a peur qu'il glisse, et puis on le touche, on le caresse. Mais vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez lui faire confiance. Vous êtes à côté, il ne craint rien, hein, il a de l'eau jusque-là. Il faut juste bien chauffer la salle de bain. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu du petit mobilier. Alors, au cas où vous ne l'auriez peut-être pas vu, mais on est quand même dans une société de consommation, où il faut acheter, 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 acheter. Sauf qu'il y a plein de choses qui ne servent à rien. Et donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Le tapis. Alors, première chose, essayez d'éviter de mettre le bébé sur une couverture ou sur une couette. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement vous demander ce que vous feriez si vous êtes obligé de ramper sur une couverture. Vous n'arriverez pas à ramper parce que c'est la couverture qui va bouger sur le sol. Donc le bébé, c'est pareil. Si on veut qu'il arrive à ramper, il ne faut pas qu'il soit sur une couverture, il faut qu'il soit sur un tapis qui soit ferme et facile à nettoyer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on va aussi faire penser aux parents qu'il faut absolument qu'ils achètent un tapis d'éveil. Ces tout petits tapis d'éveil avec des arches au-dessus, en fait, ça va vous servir 2 mois, 3 mois, pas plus. Parce que dès que le bébé va commencer à se retourner, ça va être beaucoup trop petit. Et donc, du coup, quand il est tout petit, qu'il ait son tapis d'éveil ou qu'il ait ça, c'est exactement la même chose. Sauf que là, il a plus d'espace pour pouvoir regarder autour de lui et pour pouvoir s'intéresser à son corps plutôt qu'à ce qui est autour de lui là. Hein? Donc, pas indispensable les tapis d'éveil. Un tapis le plus ferme possible et surtout, donc pas de couverture. Ensuite, le parc. Pourquoi pas le parc? Mais le parc ne va servir que dans la première phase, où ce bébé ne se déplace pas. Dès que le bébé se déplace, il n'y a plus assez de place.
Et du coup, il va faire 2 roulés-boulets, puis il va taper dans les barreaux du parc. Donc, le parc ne peut être utile que dans la phase où l'enfant ne se déplace pas. Et dès que l'enfant se déplace, il faut le sortir du parc pour qu'il puisse explorer la maison. Donc, il faut aménager la maison pour que l'enfant soit en sécurité, enlever les prises et toutes ces choses-là. Attention au fil des ordinateurs, parce que le bébé, il va venir attraper le fil de l'ordinateur, puis il va se prendre l'ordinateur sur la tête. Donc ça, il faut faire très attention. Tant pis pour l'ordinateur, mais pour le bébé. Et donc, le parc, pourquoi pas un petit quart d'heure quand le bébé se déplace pour pouvoir, si on veut aller aux toilettes, si on veut faire des choses comme ça, si on ne peut pas le surveiller pendant 2-3 minutes. Mais par contre, ça ne doit être que ponctuel, parce que le bébé, quand il se déplace, il a besoin d'espace. Si on veut qu'il exprime sa motricité et qu'il connaisse l'espace, il faut qu'il puisse se déplacer. Le transat. Le transat, le plus simple possible, peut être utile parfois, mais à condition que l'enfant ne passe pas son temps dans le transat. Et surtout, on n'a pas besoin de tous ces transats avec des vibrations, des mélodies, une télécommande pour le faire bercer, etc. Le transat le plus simple possible, qui peut servir de temps en temps, mais très ponctuellement, et là aussi, parce que le bébé ne peut pas bouger dans un transat. Et donc, dès qu'on voit que le bébé fait ça, à votre avis, on dit quoi quand on le voit faire ça? On dit, il veut s'asseoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le sort de là et on l'assoit. Alors qu'au contraire, quand il fait ça, il veut vous dire, je veux sortir de là, je veux bouger. Mais peut-être que cet enfant ne sait pas encore se déplacer à 4 pattes. Donc, plutôt que de le sortir de là et de l'asseoir, il faut le reposer à plat pour qu'il puisse attraper ses pieds, pour qu'il puisse rouler, pour qu'il puisse bouger. Tous ces objets aussi sont inutiles, parce qu'ils vont conduire le bébé à rester en position semi-horizontale. Et là, encore pire, alors lui, vous voyez comment il peut se retourner. Là, il ne peut pas y arriver. Le Doumo, pourquoi pas, mais c'est exactement le même. Le Doumo, c'est le même effet que le transat. Donc, si vous avez les deux, ça ne sert à rien d'avoir les deux. Le problème, c'est que peut-être les jeunes parents, il y a la liste de naissance et que du coup, on vous a fait des cadeaux. Et puis les cadeaux, quand même, si on nous a fait des cadeaux, on a envie de les utiliser. C'est compliqué, ça, de dire qu'il y a des choses qui ne servent pas forcément, qui ne sont pas forcément intéressantes pour les bébés. Vous voyez, celui-ci, alors non seulement il est complètement coincé dans son truc, mais en plus, il est assis. Et donc, lui, il n'a rien à dire parce qu'il a la suçue dans la bouche. Il est bien attaché, il risque pas de sortir. Et vous voyez, ça non plus, c'est pas intéressant. Pourquoi tous ces objets-là ne sont pas intéressants? Parce que tout simplement, si on les met là-dedans, c'est qu'ils tiennent pas assis tout seuls. Et donc, on va les mettre assis beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qui intéresse un bébé quand il est par terre? C'est d'aller d'un endroit à l'autre et de s'asseoir quand il en a envie. Quand il ne bouge pas, ça veut dire c'est quand il est dans les bras ou quand il est en train de manger. Tout le reste du temps, il faut qu'il soit libre de bouger. Donc ça veut dire que tout ça ne sert à rien. Alors, et ça, comment est-ce possible qu'on vende encore des Yupala? Et là, malheureusement, on ne sait pas comment faire pour dire qu'il ne faut pas utiliser les Yupala. Quand vous avez un enfant qui fait du 4 pattes, qui s'assoit, qui repart, qui se met debout, qui redescend, qui va partout dans la maison, comment voulez-vous qu'il soit content d'être dans un Yupala, ce petit? Alors souvent, en plus, on les met tout petits, ils ne touchent même pas par terre. Ils ont les pieds qui ne touchent pas par terre, on les met dans les transats. Et donc, vous voyez, on a l'impression qu'on lui donne de la liberté, sauf que si son jouet tombe par terre, il ne peut pas aller le chercher. En plus, quelquefois, ça va les mettre complètement en arrière. Ils vont mal connaître l'espace aussi, parce qu'ils vont aller d'un endroit à l'autre. C'est pas du tout marcher, ça. C'est se déplacer, c'est faire rouler les roues. Et du coup, l'enfant peut aller taper le mur, par exemple, et il ne se rend pas compte que c'est le Yupala qui touche le mur à sa place. En plus, il peut être coincé entre 2 chaises. Quand il fait du 4 pattes, il peut passer sous la chaise. Quand il est dans le Yupala, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse une fois qu'il est coincé? Et enfin, c'est dangereux. Parce que si l'enfant va trop vite, il peut buter quelque chose et passer par-dessus. Et dans le pire des cas aussi, tomber dans les escaliers. Donc le Yupala n'a vraiment absolument aucun intérêt. Si l'enfant est libre de se déplacer, il a cette liberté-là.
Si on a peur et qu'on veut le protéger, pourquoi pas à la limite dans le parc pendant quelques minutes quand on ne peut pas surveiller l'enfant. Mais même un quart d'heure par jour, le Yupala ne devrait jamais être utilisé. Par contre, beaucoup plus intéressant, c'est le petit chariot de marche. Ça, c'est intéressant parce que l'enfant va pouvoir se déplacer debout sans avoir besoin de l'adulte. Alors, ça peut être un chariot de marche, ça peut être le porteur. L'important, c'est que le bébé se mette debout tout seul avec, sans qu'on le bloque. Parce que si on le bloque, l'enfant va croire qu'il est capable de se mettre debout avec. Donc, il faut que l'enfant gère le fait que cet objet-là roule vers l'avant ou, lorsqu'il s'accroche, repart vers l'arrière. Donc, le chariot de marche, c'est très intéressant. Et le porteur aussi. C'est un magnifique jeu. Ça, c'est un des meilleurs jeux à offrir pour la première année du bébé. Et là, ils vont s'en servir longtemps. Et après, lorsqu'ils sont frères et sœurs, ils peuvent se courir après ou des fois se le disputer. Mais il faut en avoir au moins 2. Et par contre, tout ça, c'est pas indispensable. C'est même à la limite. Enfin, vraiment, ça ne sert à rien. Parce que si vous mettez un anneau ici, si vous mettez au contraire, là, si vous mettez, comment on appelle ça déjà, un baudrier, comme un baudrier, hein, et si vous mettez un anneau, c'est parce qu'on a peur que l'enfant tombe, mais ça veut dire que c'est trop tôt. Hein. Et quand il va se promener, bien autant aller soit dans l'écharpe, soit dans la poussette, plutôt que là-dessus. Après, il va aller sur son porteur, on peut aller sur son porteur avec lui, mais ça doit être un jouet actif, le porteur. Mais c'était très, très intéressant. Ensuite, les vêtements. Il faut que le bébé soit libre de bouger. Quand vous allez faire du sport, vous vous mettez en tenue de sport. Le bébé fait du sport toute la journée. Donc, il faut lui permettre justement d'avoir la liberté de mouvement, que les vêtements lui donnent la liberté de mouvement. Ensuite, on va parler des chaussures. Alors, à votre avis, à quoi servent les chaussures ? Les chaussures, elles servent uniquement à protéger le pied du bébé. On croit que les chaussures permettent au bébé de tenir debout. Et que très souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'on voit que le bébé se met debout, on va acheter des chaussures parce qu'on pense que ça va l'aider à se tenir debout. Ce ne sont pas les chaussures qui vont aider le bébé à tenir debout, c'est la musculature de ses pieds. Et là aussi, on est trompé parce qu'on va nous faire croire que mets-lui des chaussures parce que comme ça, il pourra marcher plus vite. Alors d'abord, ce n'est pas forcément intéressant de marcher plus vite. Et le pied, pour qu'il se construise, le pied, il est formé d'os et de muscles. Et pour que les os et les ligaments puissent être suffisamment maintenus, il faut que les muscles travaillent. Et un muscle travaille s'il bouge. Et si on enferme les pieds du bébé dans la chaussure, on va limiter le travail des pieds, des muscles des pieds. Et donc, on va aller à l'encontre de ce qu'on veut. Donc, il est vraiment recommandé de ne pas mettre de chaussures au bébé dans la maison. Jamais, même quand il marche. Que des petits chaussons très souples de manière à laisser la liberté aux pieds de bouger. Et lorsque l'enfant va aller à l'extérieur, on va lui mettre des chaussures souples pour que le pied puisse bien se dérouler. Et c'est vrai que ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens, mais par méconnaissance. Plus le pied du bébé est libre de bouger, plus le pied du bébé sera renforcé. Et l'autre chose que je peux vous dire d'une manière, vous allez bien comprendre, est-ce que vous voyez, vous, à 4 pattes avec des chaussures de montagne ? C'est exactement ce qui se passe parce que quand on donne au bébé, quand on achète au bébé des chaussures très hautes et rigides, eh bien, ce bébé-là ne va pas être du tout à l'aise quand il va se mettre à genoux. Alors, on va acheter des chaussures très chères, on les met au bébé parce qu'il se met debout de temps en temps dans la journée, on les met dans la maison, et quelques temps après, les chaussures, on s'aperçoit qu'elles sont toutes râpées sur le dessus. Parce que le bébé fait du 4 pattes à longueur de journée et il râpe ses chaussures. Et on va bien regretter son achat. Parce qu'en plus, ça coûte très très cher les chaussures des bébés. Donc dans la maison, jamais de chaussures. Quelquefois, à l'extérieur, on peut très bien aussi ne pas leur mettre de chaussures. Mais en tout cas, si on leur met des chaussures très souples. Et qui sont bien, comment dire, bien à la dimension du pied. Alors maintenant, on va parler un petit peu des erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, la première des erreurs, c'est celle-ci. Malheureusement, de plus en plus de bébés tout petits sont devant les écrans, et à plus forte raison dans leur transat, et ça, c'est la catastrophe. Les écrans, c'est terrible, ça fait vraiment partie des choses.
faire très très attention à ces grands écrans qui sont dans les maisons. Le bébé ne va avoir qu'une chose à faire, va être attiré par cet écran. Donc quand il y a un bébé dans une maison, l'écran est éteint, même des plus grands. Quand la télé s'allume, le bébé s'éteint. Et puis l'erreur que tout le monde fait, c'est dès que le bébé tient son dos, on le pose assis et on met des coussins derrière. Et pourquoi on met des coussins derrière ? Parce qu'on a peur qu'il tombe. Si on a peur qu'il tombe, c'est qu'il ne tient pas bien assis. Mais si on met des coussins, c'est parce que le bébé aussi ne se déplace pas. Parce que si le bébé se déplace, vous les mettez où les coussins ? Vous courez après le bébé ? À partir du moment où on éprouve le besoin de mettre un coussin, c'est deux choses. Soit le bébé ne tient pas suffisamment et le bébé ne bouge pas. Et c'est là où on va se retrouver avec des bébés qui sont bloqués assis et qui, au bout d'un moment, risquent de se déplacer sur les fesses. Alors, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais on comprend bien que l'important, c'est de bouger, de se déplacer. C'est ça qui est le plus important pour le bébé. Par contre, on peut très bien garder le bébé sur ses genoux ou dans la poussette. Il peut rester assis si on va se promener avec le bébé. Il peut très bien être assis dans la chaise haute, il peut très bien être assis dans les bras. Par définition, là, il ne bouge pas. Ce qui est ennuyeux, c'est le bébé qui est assis au sol, parce que là, on risque de l'empêcher de bouger. Alors l'autre chose aussi qu'on fait beaucoup, c'est permettre au bébé de pousser sur ses jambes. Une fois que le bébé il a pris ce réflexe-là de pousser sur ses jambes, on a l'impression que c'est lui qui veut. C'est pour ça que c'est important de l'enrouler. Tant que ce n'est pas lui qui arrive debout tout seul, il n'a rien à faire à pousser sur ses jambes. Il va y arriver tout seul. Il n'y a pas besoin de l'encourager à faire ça. On risque de se retrouver avec des bébés qui veulent toujours pousser sur leurs jambes. Donc il faut absolument éviter d'encourager ça. Et toujours un peu de la même façon, éviter de poser un bébé debout. Un bébé, ce n'est pas un avion. Un bébé, il doit arriver debout à partir du sol. Sinon, oui, un bébé, ça ne vole pas, quoi. Donc il doit arriver debout. Il est à quatre pattes, il se met debout tout seul. Et l'autre chose aussi qu'on a tendance à faire, c'est, on appelle ça, faire ses pas au bébé. Et donc, tenir le bébé pour le faire marcher, ça peut créer une dépendance. Et vous voyez, si le bébé il est accroché au bras de l'adulte, comment voulez-vous qu'il se protège ? S'il est déséquilibré vers l'avant, il part vers l'avant avec la tête en premier et les bras restent accrochés au bras de l'adulte. Du coup, il n'apprend pas à se protéger. Et en plus, on peut créer une dépendance, c'est-à-dire que le bébé va être habitué à se déplacer debout avec les mains de l'adulte et va venir chercher toujours les mains de l'adulte. Puis après, l'adulte va dire « Oh là là, j'ai mal au dos, oh là là, il m'énerve, Enfin, il m'énerve, on ne devrait pas dire ça, mais on est agacé parfois parce qu'on voudrait bien être un petit peu... on voudrait bien que le bébé soit plus autonome. Donc, ne jamais donner cette habitude-là, parce que ça peut créer une dépendance et surtout, le bébé n'a pas justement toutes ces expériences motrices qu'il peut faire quand c'est lui qui arrive debout tout seul. Voilà. Donc, pour aider ce bébé, en dehors de tous ces gestes, on peut jouer avec ce bébé en le faisant rouler, en le touchant, bien sûr, en le massant, en le portant. Tous ces petits gestes qui font qu'on va entrer en relation avec ce bébé. Alors, on va terminer en essayant de voir quel est l'intérêt de ce bon développement. On va passer un petit peu vite parce que j'ai été un petit peu longue. Alors, c'est évident que c'est un plus qu'on va donner à l'enfant. En complément, je dirais même que ça doit passer avant parce que c'est vraiment l'autonomie du bébé. En plus du massage, du portage, de tout ce qu'on peut apporter au bébé, il y a tout simplement le fait de laisser ce bébé bouger. N'importe quel être vivant a besoin de bouger. Et la première des choses que ça va lui apporter à ce bébé, c'est l'autonomie. Parce qu'un bébé qui se déplace à quatre pattes, un bébé qui rampe, un bébé qui se retourne du dos sur le ventre, c'est un bébé autonome qui peut choisir sa position, qui peut choisir l'endroit où il va. Et ça le construit pour la suite. C'est très très important l'autonomie. Un bébé qui commence à être autonome tout petit, ça sera un enfant qui va être autonome beaucoup plus facilement et un adulte plus facilement autonome. Le bébé qui commence à se déplacer à ras du sol ne risque pas de tomber et toutes les expériences qu'il fait à ras du sol le préparent à se protéger quand il va s'élever.
Et en plus, il va passer toute sa journée à repousser le sol et à apprendre à redresser la tête. Donc c'est un bébé qui va être plus en sécurité ensuite. Bien sûr qu'il faut qu'on soit à côté pour le protéger, mais c'est un bébé qui va apprendre tout ce qui est... Il va apprendre à gérer le vide, il va apprendre à gérer l'espace beaucoup mieux que celui qui est toujours bloqué assis ou qui est dans son transat. L'estime de soi. Ce petit qui se rend compte qu'il est capable justement d'affronter des petites difficultés, va peu à peu prendre confiance en lui et va avoir une bonne estime de lui-même et va apprendre aussi la persévérance. Quand on le voit, on les voit faire, hein, quand ils essayent de se retourner du dos sur le ventre, c'est pas évident hein, de se retourner du dos sur le ventre, eh ben, ils ont la niaque, hein. Ils essayent plusieurs fois. Et donc une fois qu'ils y arrivent, ils sont super contents, puis nous on est contents avec eux. Donc l'estime de soi est renforcée, la relation parentale est meilleure aussi parce que ce sont des enfants plus autonomes. Et puis c'est un bébé, ça c'est super important. Si ce bébé bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il est assis ou sait faire du quatre pattes, eh bien si papa et maman ou maman s'éloignent de leur regard, le bébé sait qu'il peut aller les rejoindre. Et ça c'est super important parce que celui qui est bloqué assis, il voit papa ou maman s'éloigner. Ça risque de le mettre en insécurité parce qu'il se rend bien compte qu'ils sont partis, ils sont où? Je ne peux pas les rejoindre. Alors que si je fais ne serait-ce que du ramper, je peux retourner voir papa et maman qui sont partis. Donc la relation parentale est facilitée et donc c'est un enfant qui accepte plus facilement de rester seul quelques instants et parce qu'il sait qu'il peut rejoindre le parent. La relation à l'autre aussi est facilitée. Alors là, c'est quand vous voyez des enfants, soit les assistantes maternelles, soit en crèche, et que vous voyez des bébés qui, en roulant, se rejoignent et qui peuvent jouer à se cacher, ils se cachent dans des cartons et puis ils se font coucou, etc. Et ça, c'est possible quand ils bougent. Mais quand le bébé ne bouge pas, c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup moins riche la relation avec l'autre. Donc, relation à l'autre intéressante aussi. Et bien sûr, ce bébé qui bouge va beaucoup mieux connaître son corps et la position de son corps dans l'espace. Donc, tout ce qui est sensations à la fois tactiles, sensations qui lui proviennent de l'intérieur de son corps, plus il bouge, plus il enrichit la connaissance de son corps et aussi la connaissance de l'espace. Parce que ces petits, ils se faufilent dessous, ils contournent, ils apprennent à aller d'une pièce à l'autre. Vous voyez toute cette connaissance de l'espace, du haut, du bas, de la droite, de la gauche, de la distance, du temps qu'il va prendre pour aller chercher la balle qu'il a lancée, il a vu sa petite balle sauter, puis il va pouvoir aller chercher sa balle dès que la balle s'arrête, et donc il va construire sa connaissance de l'espace. Ensuite, il va aussi toucher énormément de choses différentes. Ça, c'est très intéressant aussi. On pense beaucoup à la manipulation fine. Mais on ne pense pas qu'un bébé, dans une maison, il va toucher les pieds des chaises, il va toucher les pieds des tables. La chaise, elle peut bouger, la table ne peut pas bouger. Il va s'amuser avec les portes. C'est magnifique, les portes. Il ouvre et il ferme les portes. Il faut qu'il fasse attention de ne pas se pincer les doigts. Mais donc il va toucher les murs, il va toucher le sol. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont très très variées. C'est beaucoup plus varié à la limite que les objets qu'on va pouvoir lui acheter et qu'il va utiliser, puis il va s'en servir pendant 2 minutes. Ce qui l'intéresse, c'est de bouger à ce stade-là. C'est pas forcément de manipuler. Et puis donc, je crois qu'il faut penser à ça aussi. On n'a pas l'idée que dès qu'un bébé est assis ou debout, il fait pratiquement plus travailler ses bras. Alors que lorsque le bébé est à plat ventre, lorsqu'il est à 4 pattes, toute la journée, il repousse le sol avec ses bras. Et ça, c'est la condition qui va permettre de se protéger. Parce que quand on tombe, on se protège en appuyant les bras par terre. Et donc, c'est vraiment le moment de la vie où on va utiliser le plus les bras pour se déplacer. Et c'est ça qui va protéger l'enfant et qui va lui permettre de coordonner le haut et le bas et la droite et la gauche. Aussi, là aussi, encore un aspect auquel on ne passe pas forcément, mais un bébé qui bouge, c'est un bébé qui va augmenter son rythme ventilatoire et puis c'est un bébé qui va faire bouger son thorax et qui va ventiler beaucoup plus que celui qui est assis dans son transat ou qui est assis au sol et qui ne va pas ouvrir son thorax. Et donc, de même qu'un
que quand vous courez, vous augmentez votre rythme respiratoire. Un bébé qui bouge toute la journée, il se met en mouvement. Et donc, bien sûr, c'est le plaisir et l'habitude de bouger. Plus le bébé bouge, plus il va avoir envie de bouger. Donc, on est aussi probablement dans la prévention évidemment des têtes plates. Plus un bébé bouge, moins il a de chance d'avoir une tête plate. Et ça, depuis qu'il est tout petit, un tout petit bébé, il faut lui donner la liberté de bouger. Ça aussi, ça a été prouvé que les tout petits bébés entre 0 et 4 mois, si on leur donne la possibilité de bouger quand ils sont éveillés à plat, il y a moins de risques d'avoir une déformation de la tête. Vous avez tous les troubles de la coordination, tous les troubles des difficultés motrices. Il y a certains enfants qui sont très mal à l'aise, beaucoup plus grands pour descendre les escaliers, pour les monter. Vous avez également des troubles d'orientation spatiale, certains troubles de l'apprentissage, certains troubles du comportement. Ça ne veut pas dire que parce qu'un bébé se déplace et fait toutes les étapes, tout va être réglé. Simplement, les conséquences de tous ces troubles-là seront moins importantes si au moins le bébé se déplace et bouge en liberté. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo maintenant pour conclure. C'est un petit garçon qui a tenu assis. Il avait pratiquement 1 an. Et il a fait du 4 pattes, mais ça a été un petit peu compliqué. Et donc, pendant pas mal de temps, il s'est déplacé, debout, tout seul. Il a marché à 18 mois, on va dire un peu plus tard, 19-20 mois, en toute sécurité. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est sa capacité à gérer l'espace et sa capacité, justement, à être autonome et à se déplacer, alors que c'est un petit garçon qui, effectivement, a tenu assis très tard. Il a tenu assis, il avait 1 an. Voilà ce petit garçon, donc, qui va marcher 3 mois après, mais qui a la liberté de se déplacer debout en poussant son petit chariot. Et vous allez voir ce qu'il va être capable de faire. Et la confiance, on parlait tout à l'heure de l'estime de soi et de la confiance, eh bien, le papa qui le filme, il a bien confiance en lui, Donc, il grimpe sur son banc. Pendant ce temps, son petit porteur se sauve, mais ça ne le gêne pas plus que ça. Par contre, vous voyez, là, il est assis. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est assis les pieds devant ? Quand on est assis avec les pieds devant, on ne peut pas faire grand-chose. On est un petit peu coincé. Mais bon, ça n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça. Et alors, vous allez voir ce qu'il va essayer de faire. Alors, il se demande, qu'est-ce que je fais ? Non, finalement, non, je ne descends pas. Alors, vous voyez la différence, là, entre ce petit, tout à l'heure, qui était assis avec les pieds devant, qui ne pouvait pas faire grand-chose, et là, maintenant, il est à genoux, donc les pieds sont situés à l'arrière, et du coup, vous voyez qu'il a pu décoller les fesses. Et là, maintenant, que va-t-il faire ? Vous voyez la connaissance de l'espace et la coordination que ça lui demande. Il cherche, il va trouver. Alors son papa va lui dire « tourne-toi ». Et voilà, le repousser et il redescend tout seul. Il a la notion de la hauteur. Et puis là, maintenant, par contre, son porteur, il est un peu parti, il s'est un petit peu éloigné. Que va-t-il faire ? Il n'est pas coincé, tout simplement. Il va redescendre au sol et il va aller le chercher à 4 pattes. Il va se mettre debout tout seul, sans l'aide de l'adulte. Et je m'en vais tranquillement. Regardez l'autonomie de ce petit garçon qui ne marche pas, qui va marcher 3 mois après, qui est capable de courir et de s'arrêter. Donc, voilà tout le bienfait de cette motricité. Et être bien dans son corps, c'est un des éléments qui fait qu'on est bien dans la vie et qui permet au bébé de lui donner des racines et des ailes pour pouvoir s'envoler. Voilà, je vous remercie.